16h45, bienvenue à tous, c'est l'heure de votre grand dossier sur LCI, consacré ce soir évidemment en grande partie à cette dernière déclaration de Donald Trump il y a quelques minutes. Le président américain qui lance un blocus naval dans le détroit d'Ormuz après l'échec des négociations hier entre Américains et Iraniens à Islamabad. On va bien comprendre dans ce grand dossier de quoi il s'agit concrètement. Le président américain qui annonce vouloir bloquer tous les bateaux qui sortiraient du détroit et qui auraient payé l'Iran. Et le président américain qui menace de nouveau l'Iran de nouvelles frappes s'il un accord sur le nucléaire n'est pas trouvé rapidement. Le président américain en est persuadé. Le régime iranien veut l'arme nucléaire et il l'utilisera s'il l'a. Évidemment, on se posera toutes ces questions et les échecs de ces négociations, évidemment. Quelle réponse d'Israël? Vous saurez tout, mais évidemment, on va reprendre point par point avec le point de départ, si je puis dire, de ces déclarations. C'était cette nuit, lorsqu'à Islamabad, capitale du Pakistan, Américains et Iraniens n'ont pas trouvé d'accord. J.D. Vance et les Iraniens rentrent à la maison. Écoutez. Nous ne sommes pas parvenus à un accord et je pense que c'est une bien plus mauvaise nouvelle pour l'Iran que pour les États-Unis. Nous rentrons donc aux États-Unis sans avoir trouvé d'accord. Nous avons trouvé un terrain d'entente sur quelques points, c'est un fait. Mais concernant 2 ou 3 points majeurs, nos positions étaient très différentes et n'ont pas mené à un accord. Et pour en parler, j'accueille mes invités. Magali Barthès, éditorialiste géopolitique, LCI, bonsoir. Vincent Crouzet, bonsoir. Bonsoir. Expert en renseignement, écrivain, ancien espion, auteur de votre autobiographie « Le jour où je suis devenu espion », publié il y a 2 mois maintenant et aux éditions de l'Observatoire, livre passionnant. Marc Semo nous a rejoint comme tous les dimanches soirs. Bonsoir. Journaliste spécialisé dans les questions internationales. Vous êtes collaborateur au Monde, à Challenge également, auteur d'un livre sans question sur la géopolitique aux éditions Talendier. Et puis Edouard Kuckerman est avec nous. Bonsoir. Ancien officier négociateur, unité de la négociation en situation de crise et prise d'otage. Et vous êtes ex-porte-parole de l'armée israélienne. Voilà pour le casting du grand dossier. On va prendre tout de suite la direction de Washington. On retrouve notre envoyé spécial Mathieu Karman pour analyser cette dernière déclaration du président américain qui a donc annoncé qu'un blocus maritime dans le détroit d'Ormuz va bientôt être effectif dans les prochaines minutes. Absolument, Quentin, c'est une annonce qui a été faite en 2 temps, avec d'abord un message posté sur ses réseaux sociaux par Donald Trump. Très mécontent de l'échec des négociations hier à Islamabad, Donald Trump a donc ordonné à la marine américaine de bloquer le détroit d'Ormuz, de bloquer tous les navires qui tenteraient de le traverser. Et dans un deuxième temps, Donald Trump s'est exprimé. Il s'exprime d'ailleurs en ce moment même sur Fox News, dans la matinale de la chaîne. Il dit que de nombreux pays vont participer au blocage du détroit d'Ormuz. Ils iront avec nous dans cette démarche. Nous n'allons pas laisser l'Iran gagner de l'argent en vendant du pétrole à d'autres pays. Donald Trump qui est d'ailleurs très mécontent également du fait que l'Iran ait mis en place un blocus et un péage maritime au sein du détroit d'Ormuz. Il menace d'aller chercher tous les navires qui ont payé ce péage à l'Iran. Donald Trump enfin qui précise dans son message sur les réseaux sociaux qu'à compter de maintenant, la marine américaine va commencer le déminage du détroit d'Ormuz. Mais l'information à retenir aujourd'hui, c'est bel et bien ce blocus du détroit d'Ormuz annoncé par Donald Trump tout à l'heure. Merci beaucoup Mathieu Karman. Merci également à Julie Janus qui vous accompagne en direct à Washington. Et pour comprendre ce blocus naval, Esther Abitbol nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Esther. Bonsoir. Pour nous expliquer en quoi ça consiste un blocus naval, avec notamment les cartes. Oui, justement, on va tenter de le voir avec cette carte après avoir contacté ce matin le général Chauvency et l'ancien colonel des troupes de marine Michel Goya. Selon eux, des navires américains pourraient se positionner à la sortie du détroit d'Ormuz côté golfe d'Oman. Ils pourraient réaliser une sorte de péage et fermer l'accès à certains navires sans mobiliser de forces armées. C'est bien l'hypothèse que Donald Trump vient de confirmer. La carte va donc s'afficher dans un instant. Dans le cadre d'un blocus partiel, la Chine, premier partenaire économique de l'Iran,
l'Iran, l'Inde et la Russie, par exemple, pourraient être visés. Avant d'y venir, regardons donc cette carte. Ici, on voit donc le blocus naval que Donald Trump vient d'annoncer qui va être mis en place prochainement. Je reviens donc à la mise en place d'un blocus partiel. La Chine, premier partenaire économique de l'Iran, l'Inde et la Russie, par exemple, donc pourraient être visés par ce blocus partiel. Un blocage total signifierait que tous les pays sont concernés par ce blocus naval. L'objectif est d'étouffer le régime iranien. Mais alors, simple question, Esther, est-ce que les Américains ont le droit de faire ce blocus ? Eh bien, dans les faits, si le Conseil de sécurité des Nations Unies donne son accord, oui, mais c'est peu probable. Si les Américains réalisent ce blocus, ce serait donc un acte de guerre et donc une situation de belligérance. Rappelons que Washington a déjà réalisé une sorte de blocus naval au Venezuela. Plusieurs pétroliers avaient notamment été interceptés pour affaiblir le pays avant la chute de Maduro. Enfin, dernier cas similaire, Cuba est sous embargo américain depuis 1962. Les États-Unis interdisent tout commerce avec le pays. Seule différence, aucun navire de guerre ne bloque Cuba. C'est une pression économique et financière. Merci beaucoup Esther Abitbol pour ces précisions. Vincent Crouzet, première question que je vous pose. Est-ce qu'on est dans le coup de bluff ou le coup de force pour Donald Trump ? Non, c'est une décision intelligente qui fait sens, mais encore faut-il qu'elle soit cohérente. C'est-à-dire, moi, je comprends pas vraiment le fait d'empêcher la circulation des supertankers qui ont payé le droit de péage à l'Iran. Autant dire, nous empêchons toute sortie de supertankers ayant chargé du pétrole iranien. Oui, là, ça fait sens. Alors, ça va signifier quand même un déploiement naval conséquent, avec des opérations qu'on appelle dites d'assaut à la mer pour arraisonner éventuellement les bateaux qui seraient réfractaires. Après, en étant tout à fait pragmatique, il peut être qu'un bombardement très précis sur les 3 terminaux pétroliers de l'île de Karg aurait été beaucoup plus efficace, empêchant toute opération de chargement depuis Karg, sachant qu'il y a encore un terminal pétrolier qui donne directement donc du côté océanique, du côté du golfe d'Oman, donc le port de Chebahar, qui dispose d'un terminal pétrolier aussi également. Mais néanmoins, si on avait annihilé les installations de Karg, on n'en serait pas à justement déployer des moyens conséquents dans le golfe d'Oman pour empêcher toute sortie de navires ayant chargé du pétrole iranien ou ayant payé donc la dîme décrétée par les Iraniens. Marc Semo, est-ce qu'en décrétant ce blocus naval, Donald Trump reprend la main dans le dossier ou pas du tout ? Symboliquement, oui. Au niveau de l'annonce, il reprend la main. Comme hier, d'ailleurs, alors qu'il y avait les négociations, 2 navires, 2 destroyers américains sont passés dans le détroit. Et on y reviendra, effectivement. Et sont sortis. Ensuite, c'est effectivement une opération qui a l'air assez étrange. Je ne sais pas si à quel point ils ont pensé à toutes les conséquences qui en découlent l'emboîtement des conséquences. Parce que, les Iraniens, et ce n'est pas bien, font déjà un blocage sélectif du détroit d'Ormuz. Mais quand on paye, on passe, et puis qu'on est un pays ami. Donc là, qu'est-ce que ça va être ? On décide de bloquer complètement. Alors, il y a la question du mandat. Effectivement, il n'y aura pas de mandat de l'ONU, vraisemblablement, ne serait-ce que parce qu'il y a la Russie et la Chine au Conseil de sécurité. Donc, ça devient de l'acte de guerre ou de la piraterie, en haute mer, c'est une voie internationale, normalement qui devrait être libre. Ensuite, on intercepte tous ceux qui passent, y compris les bateaux russes et chinois. On attaquera les bateaux russes et chinois. Ça ne va pas contribuer à la détente dans les relations internationales. Ensuite, les bateaux interceptés, on en fait quoi ? Quand, par exemple, les Français, on en parlait avec Vincent, ont intercepté des bateaux de la flotte fantôme russe, on les a ramenés dans un port, je me souviens, dans Marseille, en Normandie, je me souviens plus où. Bon, voilà, là, qu'est-ce qu'on en fait ? On les laisse stationner on voit la carte d'ailleurs, c'est très intéressant. On les bloque en leur interdisant de bouger, et s'ils bougent, on tire. Donc c'est quand même assez compliqué. Donc on voit pas très bien où peut mener ça, sinon effectivement dans la logique très trumpienne, et c'est pas la première fois, dans les mots mais parfois dans les actes, de monter aux extrêmes, pour ensuite dire, voilà, c'est ce qu'il revendiquait dans l'art du deal, son livre sur comment on négocie. Effectivement, on monte aux extrêmes, ensuite à partir de là, on commence à négocier. Mais la mesure en elle-même, effectivement, me semble beaucoup plus compliquée que ce que dit Vincent, c'est-à-dire effectivement des frappes sur un certain nombre de terminaux pétroliers. La seule différence, c'est qu'on peut l'enlever tout de suite. Sauf que contrairement à son livre, là, on est vraiment dans les faits et on parle quand même de soldats américains qui sont en train de se positionner, en tous les cas. Encore faut-il croire le président américain, mais qui sont visiblement en train d'être positionnés. Et on le sait qu'il y a quand même l'USS Lincoln qui est positionné pas très loin. On sait que, vous l'avez dit, 2 destroyers américains ont franchi le détroit d'Ormuz hier. Donc il y a des soldats dans la région. Edouard Par rapport au bombardement, il y a juste un avantage énorme. Rapidement, oui, Marc. C'est qu'on peut retirer tout de suite la mesure.
Alors que les bombardements, alors que les terminaux ont été détruits, ça prend du temps à être reconstruit. Edouard Cukierman, quand j'écoute Marc Semo, on a quand même l'impression que c'est une opération, allez, on va pas dire infaisable, mais en tout cas très compliquée quand même. Je pense que la démarche de Trump est logique. Un bombardement aurait des conséquences définitives pour l'Iran et dans les négociations à l'heure actuelle par rapport au cessez-le-feu. Il y a une dynamique quand on négocie avec les Iraniens qui fait que le processus de cessez-le-feu ou l'accord peut pas être établi à court terme. Mais je pense qu'il y a une autre donne qui joue beaucoup. Quand aujourd'hui Trump négocie avec les Iraniens sont en situation de faiblesse, en tout cas au niveau économique. Ils ont été heurtés, ils ont perdu d'après eux 185 milliards de dollars et aujourd'hui ils sont au bord du dépôt de bilan. D'un autre côté, la force économique la plus importante au Moyen-Orient, c'est l'Arabie Saoudite. Pour l'Arabie Saoudite, c'est impensable de se retrouver dans une situation où c'est l'Iran qui détermine qui sont les bateaux qui vont passer et quelle est la dîme qui va être payée. Donc aujourd'hui, je pense que l'Arabie Saoudite travaille sur un plan B. Le plan B, c'est de transporter le pétrole et le gaz directement, par exemple, sur le port d'Ashdod ou sur un des ports qui évite de passer par le détroit d'Ormuz. Et les Américains savent qu'ils ont un partenaire financier avec l'Arabie Saoudite. C'est un allié stratégique dans la région. Et s'ils doivent choisir entre l'Iran, supporter l'Iran et permettre à l'Iran de se refinancer ou de faire une alliance stratégique avec l'Arabie Saoudite, le choix est facile. Donc je pense que il y a une logique dans sa démarche. Et puis il y a une autre démarche chez Trump, c'est que quand on le menace et quand on ne respecte pas son engagement, il utilise à peu près le même ton que la partie adverse. On l'a vu quand l'Iran avait parlé de menaces existentielles sur Israël en déclarant qu'ils veulent détruire l'État d'Israël. Je pense que c'est des propos qui sont inacceptable, mais Trump a utilisé des propos similaires quand il a parlé de détruire l'Iran. Maintenant, sur cette menace où l'Iran prend l'économie mondiale en otage, c'est inacceptable pour le monde, c'est inacceptable pour les États-Unis. Donc je crois qu'aujourd'hui, il a préféré cette voie de pousser cette négociation jusqu'à un accord qui prenne en compte à la fois l'objectif sur l'uranium enrichi et sur la vraie libre circulation des navires sur le détroit d'Ormuz. Alors, effectivement, le président américain qui continue de s'exprimer à la télévision américaine. Autre déclaration, on en parlera juste après, mais je pourrais anéantir l'Iran en un jour. Ça nous rappelle des déclarations d'il y a une semaine, effectivement, lorsqu'il annonçait pouvoir anéantir toute une civilisation. Magali Barthès, pour en revenir à ce blocus naval, on en parlait tout à l'heure, évidemment, sur ce plateau dans le 15-17. Il y a quand même un précédent qui n'est pas très loin. On a parlé de Cuba, mais un précédent qui date il y a tout juste 3-4 mois, c'était le Venezuela. Et Donald Trump a les capacités, l'armée américaine a quand même les capacités de pouvoir organiser un tel blocus. C'est vrai qu'au large du Venezuela, avant la capture de Maduro, il a mis une pression maximale sur le pays en empêchant les tankers de sortir et en déployant sa flotte, en effet, au large du Venezuela pour arraisonner certains bateaux. Alors, à grand renfort, évidemment, de caméras pour bien signifier à quel point les Américains avaient les moyens de mettre en place ce blocus. Mais c'est vrai qu'il y a eu une stratégie d'étouffement, en fait, sur le Venezuela. Après, c'était uniquement le Venezuela. Là, on parle du détroit d'Ormuz par lequel passent des bateaux de toute nationalité, de tout pavillon. C'est une autre affaire quand même. Ça sera bien plus important. Mais c'est vrai que ce précédent, il est certainement dans la tête de Donald Trump. Le Venezuela, pour lui, est de toute manière le modèle de ce qu'il faut faire pour l'armée américaine, des opérations coup de poing extrêmement rapides où justement on ne risque pas l'enlisement. C'est exactement le genre de scénario qu'il aurait aimé faire avec l'Iran, sauf que là, il est tombé sur un régime qui aujourd'hui tient encore. Donc, il riposte, en fait, très en colère manifestement par l'échec de ces négociations, même si peut-être que d'autres canaux vont être ouverts suite à cette première prise de contact. Mais on sent qu'il est obligé, finalement, d'exister, de reprendre la main. Et donc, il poste ses messages depuis ce matin, heure américaine, en menaçant l'Iran tous azimuts, de blocus, de frappes à nouveau meurtrières. Il est en train d'enchaîner en ce moment dans une interview fleuve à la télévision américaine pour essayer de justifier, finalement, ce coup de sang, ce coup de colère avec
avec ces menaces extrêmement fermes, en expliquant que finalement, les Iraniens n'ont pas cédé sur le plus important, et c'est pour ça qu'ils ripostent, ils n'ont pas cédé sur le nucléaire. Et ils ne cèdent pas non plus après cette déclaration, puisque la réponse iranienne n'a pas tardé, et les gardiens de la révolution qui annoncent, je cite, un tourbillon mortel en cas de blocus naval américain. C'est notre correspondant à RFI France 24, Siavosh Ghazi, qui nous explique cette réaction iranienne en direct de Téhéran. Une réponse indirecte. Tout d'abord, les médias iraniens affirment que toute intervention supplémentaire des États-Unis pour imposer, par exemple, un blocus sur le trafic maritime aura pour conséquence un contrôle encore plus serré du détroit d'Ormuz, moins de passage de navires et surtout de pétroliers, ce qui aura des conséquences sur le prix du pétrole, sur les marchés internationaux, mais surtout sur le prix du baril du pétrole, mais aussi de l'essence dans les pays occidentaux et en particulier aux États-Unis. Et puis les médias iraniens rapportent un incident maritime dans le détroit de Bab el-Mandeb, un navire britannique qui aurait été visé par une frappe des Houthis au Yémen. Un levier que l'Iran dispose, qui a été visiblement utilisé, une perturbation du trafic maritime dans ce détroit de Bab el-Mandeb et dans le canal de Suez aura des conséquences encore plus importantes sur le marché international, sur le prix du pétrole et sur le prix de l'essence. L'Iran dispose des moyens importants pour faire face à cette décision de Donald Trump d'imposer un blocus contre tout trafic maritime à la sortie de la mer d'Oman. C'est une manière pour Téhéran de répondre qu'il n'est pas question de céder face aux pressions américaines. Vincent Crouzet, il va bien falloir comprendre la situation. Là, dans quelques minutes, peut-être quelques heures, on va avoir des bateaux américains qui vont s'approcher de ce détroit d'Ormuz pour faire un blocus et qui vont être à portée de tir des missiles iraniens qui vont vouloir justement déchaîner peut-être, je cite les gardiens de la révolution, un tourbillon mortel. Alors un peu plus, mais avec les applications marine trafic dont d'ailleurs Magali est la grande spécialiste qui suit ça vraiment. Et heureusement qu'elle est là pour suivre avec nous. On ne voit pas pour le moment, en tous les cas, de se rapprocher de navires américains. Ouais. Donc tous ces navires-là normalement doivent naviguer avec leur transpondeur allumé, ouvert, donc sont immédiatement repérables par les navires de l'US Navy pour intervention éventuelle à bord, donc on appelle un assaut à la mer avec l'intervention de commandos, de Navy Seals pour éventuellement s'emparer des navires réfractaires. Mais c'est intéressant la menace sur Bab el-Mandeb, le jour où justement l'Aramco, la grande compagnie publique saoudienne, nous a informé de la réouverture en fait de l'oléoduc Est-Ouest qui donne sur Yanbu et qui va pouvoir permettre d'exporter ou du moins de transporter près de 7 millions de barils jour sur les 10 millions produits par l'Arabie Saoudite. Donc ça, c'est déjà un problème. Ça fait partie du plan B dont parlait Édouard. C'est déjà un problème qui est en train de résoudre l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire d'alléger justement la pression sur les détroits d'Ormuz. Effectivement, cet oléoduc qui traverse le pays et qui va justement dans la mer Rouge. Marc Semo. En plus, c'est ouvert vers le nord, donc les pétroliers par le canal de Suez. Par le canal de Suez, aller charger à Yanbu et repartir vers la Méditerranée, sans même passer par Bab el-Mandeb et la menace au sud, la porte des larmes. C'est cette partie très étroite et la menace des Houthis de tirer sur les bateaux. Donc effectivement, c'est un important soulagement. Parce que dans cette mesure de blocus du détroit d'Ormuz, il y a aussi la question de qu'est-ce que deviennent les bateaux des Émirats, de Bahreïn, qui sont bloqués, Qatar, etc., qui sont bloqués aussi de la même manière. Donc c'est une double prise en otage, malgré tout, de l'économie mondiale. Alors avec ce blocus, évidemment, il va pouvoir peut-être mettre fin à ce jackpot iranien depuis plusieurs semaines maintenant. Alors évidemment, ce péage, concrètement, il est rentré en vigueur. On ne sait pas exactement combien de bateaux, combien de tankers pétroliers ont pu passer ce détroit d'Ormuz et ont payé cette fameuse taxe, si je puis dire, iranienne pour passer. Et on va faire le point avec vous, Kadi, ce que représente encore
alors on se parle, ce jackpot iranien qui se fait notamment en crypto-monnaie. Oui, exclusivement en crypto-monnaie, effectivement. $1 par baril de pétrole, c'est ce que le Financial Times nous disait, donc ça se faisait en bitcoin, ça c'était vendredi, mais alors évidemment c'était avant l'échec des pourparlers, autrement dit, ça peut encore grimper encore un petit peu, on va suivre de toute façon ça de très près. Alors concrètement, comment ça se passe? Les armateurs, ils devaient remplir un email pour bien décrire ce qu'il y avait dans leur cargaison. Une fois le montant calculé, ils disposaient de quelques secondes seulement pour payer. Ensuite, ils recevaient l'autorisation de passage. Alors l'objectif, c'était évidemment de contourner les sanctions occidentales, le système bancaire traditionnel, surtout pas de traçabilité, aucun droit de regard évidemment des banques internationales. Alors il faut noter quand même que selon le Wall Street Journal, l'économie crypto iranienne l'an dernier, elle pesait déjà 7,8 milliards de dollars. Les gardiens de la révolution évidemment en contrôlent une grande partie. En tout cas, ce payage en bitcoin, il peut rapporter, si on fait un rapide calcul, plusieurs dizaines de milliards de dollars par an à Téhéran. Alors, merci beaucoup, Kedia Doumdouas. Je vais poser une question simple, elle est ouverte à tous. À quoi ça sert de faire un blocus naval aujourd'hui, en sachant qu'il n'y a que 2, 3, 4 navires qui passent aujourd'hui par le détroit d'Ormuz, alors que c'était 138 avant la guerre? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu mettre la pression sur le régime de Téhéran en appliquant un blocus en amont de la guerre avec ce que fait Donald Trump aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut vraiment faire céder le régime de Téhéran avec seulement 5 ou 6 bateaux qui passent? D'abord, parmi les bateaux qui sont passés, il y avait des navires chinois. Il y a une indication comme quoi dans les navires chinois, il y avait également du matériel sol-air anti-aérien que les Iraniens allaient redéployer. Donc c'était important, je pense, de pas faciliter cette reconstruction militaire de l'Iran de la part des Américains. Et par ailleurs, il est anormal qu'on trouve une solution uniquement pour les navires qui plaisent aux Iraniens, c'est-à-dire on va vérifier la nationalité des navires. S'il s'agit des alliés des États-Unis, le navire passe pas. S'il s'agit des Saoudiens, ça passe pas. S'il s'agit d'ailleurs, ils veulent vérifier la religion des capitaines du navire. C'est impensable que l'économie mondiale dépende de la bonne volonté des Iraniens, de ce régime en tout cas. Donc quand le cessez-le-feu était basé sur une libre circulation, le mot libre, ça ne voulait pas dire qu'il y avait un péage qui était sélectif et qui est inacceptable, ni pour les Américains et surtout pour les Saoudiens. Alors justement, effectivement, je comprends cette partie qui peut peser, mais Marc Semo, quand même, on peut se poser la question. Aujourd'hui, ce blocus, il est moins important que si ça avait été avant la guerre. Évidemment, mais il faut voir aussi ce blocus dans le cadre des négociations. Parce que malgré tout, il y a eu quand même une journée de négociation, 21 heures, ce n'est pas rien, c'était la première depuis 1979. Alors, il y avait quand même eu, en 2015, au moment de l'accord de Vienne, un face-à-face entre Javad Zarif, le ministre des Affaires étrangères iranien, et son homologue américain, Kerry. Voilà, mais c'était la seule rencontre à un tel niveau. Et dans cette logique-là, effectivement, l'arme blocus contre blocus, c'est symboliquement fort, ça a malgré tout des effets parce que ça montre à l'Iran que tant qu'il n'y a pas de normalisation, ça a son commerce. Alors, l'Iran dispose d'autres ports sur l'océan, dans la mer d'Oman, mais c'est quand même tout son trafic, l'essentiel de son trafic pétrolier passe par Hormuz. Donc, c'est une manière de faire pression sur l'Iran. C'est une manière aussi, justement, d'avoir quelque chose qu'on peut retirer tout de suite. Ok, vous acceptez de discuter, on arrête. Donc, c'est un outil diplomatique. Il faut bien voir que malgré les déclarations extrêmement virulentes de Trump, qui, comme à chaque fois, se laisse porter par son envolée lyrique, son lyrisme, son emphase. Par exemple, J.D. Vance n'a pas dit que les Iraniens étaient de mauvaise foi. Il a dit qu'il y avait eu quelques progrès, que malgré tout ça bloque sur la question du nucléaire, ce qui est une évidence, et c'est un enjeu majeur qu'on avait un peu trop vite oublié. Mais voilà, on est quand même encore dans un processus qui n'est pas celui. Alors je peux être démenti très rapidement, parce que Trump est assez imprévisible, mais pour le moment, qui ne semble pas être celui d'un retour à la guerre totale. Donc si je vous écoute autour de cette table, vous trouvez quand même que c'est un joli coup fait par Donald Trump aujourd'hui? Non, mais c'est-à-dire qu'il est obligé de changer son fusil d'épaule quand même. Il est obligé de trouver autre chose maintenant. Et c'est vrai que menacer de reprendre la campagne de frappe, il le fait d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il est en train de chercher une nouvelle carte quand même à mettre dans son jeu, et que finalement ce blocus, c'est une asphyxie économique en fait de l'Iran. Parce que vous dites oui, mais ça sert pas à grand chose, il y a que quelques navires qui passent. Déjà, il est possible que sur les quelques semaines à venir, ce serait monté en puissance. Et il ne faut pas laisser pour les Américains, évidemment, l'Iran récupérer cette manne financière
voire même si vous dites que des bateaux, en effet, chargés de cargaisons militaires, voilà, il faut empêcher cela. Donc pour les États-Unis, c'est une façon d'essayer donc d'étouffer en fait ce régime iranien, l'empêcher de se reconstituer à la faveur des prochains jours. Puis il y a aussi une menace indirecte sur la Chine, par exemple, qui est le premier acheteur qui est l'un de ses premiers acheteurs de ce pétrole chinois. D'ailleurs, à l'instant, je vois que Donald Trump, qui est toujours en train de parler sur Fox News, dit qu'il menace la Chine de droits de douane à 50% si elle aide militairement l'Iran. Et vous savez que Donald Trump doit se rendre à Pékin. Ce sera mi-mai, du 14 au 15. Ce voyage, il a déjà été reporté. Est-ce qu'il tiendra dans ce contexte complètement explosif? C'est aussi une façon de faire pression sur la Chine pour qu'elle-même essaye de faire pression sur l'Iran. On peut aussi envisager un coup de cette sorte-là. Et on connaît l'importance de la Chine pour l'Iran. Restez avec nous juste après la pause. On continue d'évoquer ces déclarations de Donald Trump avec cet autre mot, Donald Trump, très virulent à l'égard de l'Iran et cette menace à peine voilée de nouvelles frappes si aucun accord n'est trouvé. Restez avec nous. À la suite de votre grand dossier, on continue d'analyser, de décrypter les dernières déclarations de Donald Trump et cette accélération des événements, notamment dans le détroit d'Ormuz. On vous le rappelle, Donald Trump qui a annoncé un blocus naval avec effet presque immédiat en tous les cas dans la zone. Et puis autre déclaration évidemment sur le nucléaire, le président américain qui continue de maintenir la pression et qui assure que l'Iran veut se doter d'armes nucléaires et qu'ils ne renonceront en rien à leur programme. On va prendre la direction de Washington. On retrouve notre envoyé spécial Mathieu Kerman. Mathieu, puisque Donald Trump en amont de ses déclarations sur le nucléaire, évidemment, a eu des propos très virulents contre l'Iran qu'il menace d'anéantir, être capable d'anéantir l'Iran en à peine un jour, voire une heure. Absolument, déclaration faite il y a quelques minutes sur Fox News du président américain qui est très mécontent de l'échec des négociations. Il persiste et signe, l'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire. À la question s'ils ne sont pas d'accord sur ce point, eh bien allez-vous détruire davantage l'Iran? Réponse de Donald Trump, oui, nous le ferons. S'il n'abandonne pas ce plan, oui, nous détruirons l'Iran. Donald Trump qui menace une fois encore donc de frapper l'Iran, il explique bien que nous pouvons couper leur électricité pendant plus de 10 ans, des menaces donc à peine voilées, alors que Donald Trump avait fait du nucléaire iranien sa priorité, la priorité des négociations à Islamabad qui se sont tenues hier, mais on le sait désormais, ces négociations ont abouti à un échec. L'Iran ne veut pas renoncer à son nucléaire et donc Donald Trump menace ce matin d'abord sur ses réseaux sociaux et maintenant sur Fox News dans une interview qu'il a accordée. Il explique bien qu'ils sont arrivés comme s'ils avaient les cartes en main, mais ils ne les ont pas. Nous allons anéantir le nucléaire iranien. Il menace donc une nouvelle fois de frapper l'Iran dans les prochaines heures et les prochains jours. Merci beaucoup Mathieu Kerman. Merci également à Julie Janus en direct de Washington. Évidemment, on a l'habitude d'entendre et de lire les déclarations de Donald Trump assez virulentes, qui sont parfois très hautes et qui impressionnent parfois. Mais là, encore une fois, regardez cette phrase. Je pourrais anéantir l'Iran en un jour, Vincent Crouzet. On a le sentiment d'être revenu une semaine en arrière, lorsque Donald Trump mettait la pression sur l'Iran pour un ultimatum de 48 heures avant de frapper et de anéantir, je cite, encore une fois Donald Trump, une civilisation. On est revenu en arrière, on a le sentiment que ce non-accord sur le nucléaire peut faire rebasculer toute la guerre. Oui, alors là, il est à nouveau sans filtre. Il suggère éventuellement qu'il pourrait employer l'arme nucléaire, parce que anéantir l'Iran en un jour, c'est évidemment, ou alors des frappes extrêmement massives sur une nouvelle banque de cibles qui serait déterminée. On sait que la semaine dernière, mais Magali en sait un peu plus,
cette pré-annonce avait déjà pétrifié énormément de monde à Washington. Il y a un problème dans son environnement, c'est que Susie Wiles, donc sa chief of staff, est malade. On lui a diagnostiqué un cancer et certainement elle va bientôt se retirer de son poste à la Maison Blanche, signifiant qu'il va être un peu plus en roue libre, sauf si on lui trouve un surveillant général un peu plus ferme pour justement quand même maîtriser ses propos. Imaginons que Vladimir Poutine utilise ce type de propos, ça soulèverait un tollé considérable, et à nouveau je suis persuadé qu'il y aura des réactions politiques à ces propos absolument hors normes et sans filtre de la part de Donald Trump. Édouard Kuckerman, vous êtes d'accord avec l'analyse de Vincent Crouzet lorsqu'il dit cette phrase, Donald Trump, il évoque, a sous-entendu potentiellement l'utilisation d'une arme nucléaire? Non, il n'évoque pas ça. Il a déjà mentionné que c'était pas l'intention qu'il avait quand il avait annoncé qu'il s'agissait de la destruction de l'Iran. Il a comme objectif d'utiliser les forces aériennes pour détruire les infrastructures qui ont un dual use, c'est-à-dire à la fois, par exemple, le pétrole, le gaz, tout ce qui fait que l'économie iranienne tienne. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 85% de la population iranienne qui ne soutient plus ce régime. Les 15% restants, ils sont financés grâce au pétrodollar, grâce au gaz et grâce au pétrole. À partir du moment il coupe la source de financement de ce régime et de toute son infrastructure militaire, c'en est fini pour le régime. Donc je crois que l'alternative, c'est de dire, si vous n'arrivez pas à un accord durant cette période de cessez-le-feu, voilà ce qui va vous arriver. Vous allez perdre le contrôle du pays, et puis à terme, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, mais il y aura un renversement parce que vous n'aurez plus les moyens de financer les 15% de la population qui vous soutiennent. Ils n'auront plus également, c'est un régime corrompu, ils n'auront plus la capacité financière de tenir le coup. Donc je me rappelle que Trump avait dit à l'époque où Obama a signé un accord avec ce régime iranien qu'il valait mieux ne pas signer d'accord que de signer un mauvais accord. Là, en l'occurrence, s'il ne signe pas un accord, il va y avoir des conséquences graves pour les élections qu'il va avoir au midterm. Il va y avoir des conséquences sur le prix du pétrole et il y a évidemment sur l'inflation américaine et sur la bourse américaine. Ça, il peut pas le supporter. Donc, il préfère arriver à un bon accord. Il se donne toutes les chances d'arriver à un bon accord en faisant pression là où ça fait mal pour l'Iran. Et si il n'arrive pas à un accord, le prix à payer pour l'Iran sera tellement fort que ça pourra accélérer le renversement du régime. Marc Semo. Je pense que c'est donner une rationalité, c'est accorder une rationalité à Trump que peut-être il n'a pas vraiment. C'est ce qui est quand même extrêmement frappant chez lui, c'est qu'il parle sans surmoi. C'est-à-dire, Steve Witkoff avait eu, après le début du déploiement américain et avant la guerre avec l'Iran, une phrase terrible, il disait je suis revenu, donc après les négociations avaient commencé, j'ai parlé avec Donald Trump et il ne comprend pas comment les Iraniens peuvent ne pas céder face à cette menace. C'était au tout début, ça. C'était au tout début des négociations. Et je pense que c'est extrêmement révélateur du personnage. Or là, bon, il est effectivement profondément vexé qu'il n'y ait pas eu le minimum de résultats ou de dynamique dans ces négociations, même si elles sont quand même symboliquement très importantes, d'où son espèce de montée aux extrêmes dans les mots. Trump, souvent, je pense, ne perçoit même pas toute la portée des mots qu'il emploie. Quand il dit « je vais anéantir une civilisation entière qui ne pourra pas ressurgir », c'est gigantesque. On est dans entre l'apocalypse et le scénario du docteur Folamour ou des folies d'Hitler au niveau des mots. Donc on a l'impression qu'il ne voit pas la portée des mots. Ce qui est peut-être plus inquiétant, c'est quand quelqu'un comme Gilles Evans, qui est beaucoup plus rationnel, qui est en plus isolationniste, etc., quand il était à Budapest pour soutenir Viktor Orban, l'autocratie libérale, on vote aujourd'hui en Hongrie, il ne faut pas l'oublier, il a dit nous avons des outils que nous n'avons pas utilisés et que nous pourrions utiliser. Ça avait tellement fait peur à tout le monde qu'au Pentagone, là je reprends, au Pentagone, tout le monde avait commencé à dire non. Il y avait ensuite une déclaration officielle pour dire qu'il était hors de question d'utiliser même tactiquement l'arme nucléaire. Rappelons-nous simplement une chose, Vladimir Poutine, à l'automne 2022, au moment où son armée était en difficulté face aux Ukrainiens, avait évoqué cette possibilité d'une frappe tactique sur une zone un peu désertique et tout, pour terroriser les Ukrainiens. Et à ce moment-là, les Américains avaient fait passer le message qui vitrifierait de façon non nucléaire de tous les postes de commandement russes, etc. La Chine avait fait passer le message, la France aussi d'ailleurs. Voilà, donc on est quand même dans une situation qui est assez étonnante de la part d'un président américain qui effectivement ne contrôle pas ses
mots, alors que vu les pouvoirs dont elle dispose, les mots ont aussi du pouvoir. Alors évidemment, tout ce qui a amené ces déclarations, c'est évidemment ce non-accord sur le nucléaire iranien. Alors, on va revoir cette déclaration de Donald Trump qui affirme, selon ses mots, notamment à la presse américaine et à la télé américaine, ils veulent se doter d'armes nucléaires et ils n'auront pas d'armes nucléaires. Sous-entendu, aujourd'hui, il y a encore un programme nucléaire iranien qui est sur les rails, qui serait suffisamment menaçant pour pouvoir pour devoir le frapper. Et on va faire le point avec vous, Kadia Doumdoua, sur ce programme, ce qu'on sait aujourd'hui de ce programme nucléaire iranien, parce que malgré les 2 campagnes de frappe israélo-américaines, l'Iran, la question qu'on se pose, est-ce que l'Iran conserve justement des capacités nucléaires ? Et on reparle encore de ces 440, ces 450 kilos d'uranium enrichi à 60%, ce que dit finalement l'AIEA, ce que dit aussi l'Institut pour la science et la sécurité internationale. On en revient toujours à ça, c'est un niveau quasi militaire, ces 450 kilos. La moitié de ce stock, en fait, il serait conservé dans des tunnels profonds du complexe d'Ispahan, probablement intact d'ailleurs malgré ces bombardements. La menace souterraine, elle persiste. Vous voyez ici un échantillon, vous avez vu les cartes sur les sites nucléaires. On parle surtout du site de la montagne de la Pioche. Vous savez, c'est à environ 1,5 km de Natanz. C'est un complexe de tunnels qui est hautement fortifié, qui n'a jamais été inspecté par l'AIEA. C'était pas le seul site évidemment, mais en tout cas c'est le site jugé le plus préoccupant par les États-Unis notamment. Alors les experts, ils craignent en fait que ce site ne serve à assembler des centrifugeuses de nouvelle génération, voire même à mener des activités d'enrichissement à l'abri même des bombes américaines, les plus puissantes notamment. On a parlé des GBU qu'on a beaucoup utilisées en mois de juin dernier. L'Iran en tout cas a d'ailleurs renforcé ses installations ces tout derniers mois concernant ces bases nucléaires. Et selon de nombreux experts, le talon d'Achille de l'Iran, c'est la miniaturisation et la militarisation de son programme nucléaire. Oui, alors en fait ça veut dire que l'Iran sait parfaitement enrichir l'uranium, mais en tout cas a beaucoup de mal à transformer cet uranium en une bombe nucléaire suffisamment petite, suffisamment solide pour l'intégrer à un missile. Alors les frappes israéliennes justement, elles ont à dessein visé les laboratoires, les sites d'essais explosifs comme celui de Parchin, vous savez, on en a parlé aussi, les sites scientifiques spécialisés justement dans cette étape-là. Leur résultat justement, l'Iran rencontre d'importantes difficultés pour fabriquer une ogive nucléaire utilisable. Alors les experts, ce qu'ils disent, c'est que Téhéran n'a jamais réussi à fabriquer une arme nucléaire jusqu'à présent et que cette phase du programme, elle reste encore à l'heure où on se parle très incertaine. Selon les conclusions en fait des analystes, tout simplement, ils nous disent que le programme nucléaire iranien, il a été retardé d'1 an, voire 2 ans, selon les évaluations. Merci beaucoup, Kadia Doumdoua. Edouard Kuckerman, est-ce que Donald Trump a raison lorsqu'il dit que l'Iran veut se doter de l'arme nucléaire ? Évidemment, quand on enrichit l'uranium à 60 degrés, c'est pas pour faire l'électricité, ça nécessite un enrichissement de 2%. Donc c'est clairement qu'ils ont un objectif, mais en plus, ils ont ouvertement déterminé leur objectif, c'est la destruction de l'État d'Israël. Et maintenant qu'ils ont des missiles à longue portée qui peuvent atteindre 4000 km, ils peuvent toucher ou menacer l'Europe et dans quelques années les États-Unis. Donc ça menace l'ensemble des pays occidentaux. Je trouve que les rôles sont un peu inversés. On parle des phrases un peu virulentes de Trump, mais en fait, tout ça, c'est pour éviter que ce pays de fous, avec un leadership qui a été capable de tuer son propre peuple et qui, avec les proxys, ont attaqué systématiquement beaucoup de pays occidentaux, y compris la France, évidemment Israël, et qui a, il faut le rappeler, tué 56 soldats français au Drakkar. Il y a un régime qui est un danger. Et il faut utiliser tous les moyens possibles pour anéantir ce régime. Non pas le pays, mais le régime. Et à partir de là, Trump négocie de la façon dont il négocie. Faut se rappeler quand même, parce qu'on tient un peu en ridicule ce que dit Trump, mais c'est quand même lui qui a réussi à libérer les 256 otages israéliens qui étaient détenus à Gaza. C'était apparemment une mission impossible, mais avec les actions qu'il a prises, et Wittkopf, et évidemment avec la pression militaire israélienne, tous les otages ont été libérés. Alors évidemment, mais ça c'est une des versions, Edouard Kuckerman. Il y a quand même l'autre version, il faut quand même la dire, que Téhéran annonce, eux, ne jamais avoir voulu l'arme nucléaire, et certains experts, c'est discutable évidemment, ont toujours dit que ces fameux accords de 2015 avaient été respectés, en tous les cas, dans les premiers mois, Marc Semo. Oui, alors c'est très compliqué parce que sur ce dossier, Téhéran n'a pas arrêté de mentir. C'est-à-dire quand commencent les premières négociations sur le nucléaire iranien, en 2003. C'était juste après la guerre en Irak, l'invasion américaine de l'Irak. L'Iran a eu très peur, et à ce moment-là, ils ont commencé à négocier avec les Européens. Et on s'est aperçu tout au long du processus de négociation qu'à chaque fois, ils avaient des cartes biseautées et ils mentaient. Ils ont toujours menti, avoir
un programme militaire. Non, nous, l'islam est une religion de la paix. Et d'ailleurs, l'imam Khomeini lui-même avait dit que la bombe c'était mal, écrit même que la bombe c'était mal, etc., etc. Ils n'ont pas arrêté de mentir. Et à chaque fois, il y a eu des preuves de leur mensonge, ce qui fait que ils ont été mis sous pression. La IEA a quand même fait des inspections de plus en plus poussées, etc., etc. Ensuite, on est arrivé effectivement après donc quasiment 2003, on était à 12 ans. À l'accord de Vienne de 2015. Et effectivement, l'Iran avait respecté, pendant les premières années, ces engagements de l'accord de Vienne, qui était quoi ? Qui était la mise sous contrôle du programme nucléaire iranien en échange d'une levée des sanctions. Alors, déjà à l'époque, Trump, à peine arrivé au pouvoir, avait commencé à saboter. Les Iraniens ont respecté. Mais les Iraniens ont respecté aussi parce que cet accord, à certains égards, avait énormément de trous, ce que n'avait pas cessé d'ailleurs de dire la France. C'est-à-dire, il ne prévoyait rien de très sérieux sur le balistique, donc il suffisait à l'Iran d'attendre, parce que c'est un accord pour 10 ou 15 ans sur les clauses. On aurait pu travailler les missiles, il suffisait d'attendre, les fameux vecteurs, de faire les missiles en attendant. Ensuite, quand l'accord était fini, tac, on mettait la charge au-dessus. Il ne parlait pas des proxys, de la déstabilisation régionale, etc. Ensuite, Trump s'est retiré, ça a été la catastrophe. Mais il faut voir que s'il n'y a pas de confiance du côté iranien par rapport aux Américains, et à raison, on peut dire que les Européens, les Occidentaux en général, et à premier les Américains, ont toutes les raisons du monde de ne pas avoir non plus confiance dans la parole de Téhéran, parce qu'à chaque fois, on a trouvé des documents montrant qu'ils avaient réellement des objectifs militaires dans leur programme. Alors, évidemment, c'était exactement ce que d'ailleurs a dit Johnny Zivan sur la question de confiance, que les Iraniens n'avaient pas donné suffisamment de confiance aux Iraniens aux Américains, pour pouvoir avancer dans les négociations. L'autre, on revient évidemment sur la deuxième information de la journée, c'est celle de ce blocus naval annoncé par Donald Trump dans le détroit d'Ormuz. Je vous rappelle cette information donnée d'abord dans un premier temps sur son réseau social Truth, Donald Trump qui annonce donc la mise en place dans les prochaines minutes maintenant d'un blocus naval pour bloquer tous les bateaux qui sortiraient de ce détroit et qui auraient payé l'Iran. Concrètement, Magali, pour refaire le point avec la carte à l'appui, il s'agit donc effectivement de bloquer tous les navires qui sortiraient du détroit. On parle des tankers, évidemment, des pétroliers, en tout cas tous les bateaux qui seraient bloqués dans ce détroit d'Ormuz. En fait, c'est un contre-blocus ou un double blocus. On rajoute des blocus au blocus. Donc les Iraniens ont donc bloqué en partie ce détroit d'Ormuz. En fait, ils obligent aujourd'hui, et on le voit très bien sur cette carte de marine trafic, ils obligent les bateaux qui veulent passer et qui passent au compte-gouttes à remonter vers les côtes iraniennes, en effet payer leur péage à cet endroit-là avant de pouvoir ressortir dans le golfe d'Oman. Et bien, ce que dit Donald Trump, et a raison, il dit c'est de l'extorsion. Évidemment, c'est contraire à tout le droit maritime, à la liberté de circulation. Et donc il confirme, et là le site de la Maison-Blanche le redit à l'instant, que le processus de blocus va prendre effet immédiatement. C'est ce que dit Donald Trump, avec donc une interdiction de rentrer et de sortir de ce détroit, avec certainement donc des bateaux de guerre américains qui se positionneraient dans le golfe d'Oman et qui empêcheraient notamment les fameux navires qui ont payé cette dîme à l'Iran de pouvoir s'échapper et sortir de ce détroit d'Oman. C'est une façon de remettre une pression absolument maximale sur l'Iran, une façon d'essayer d'asphyxier, d'étouffer l'Iran pour faire céder le régime. Alors effectivement, cette annonce, elle intervient 24 heures après le passage de 2 navires militaires américains qui ont franchi, selon les Américains, le détroit d'Ormuz. Marine Traffic, d'ailleurs, justement, la carte que nous avons à l'image nous a confirmé qu'un navire militaire américain avait franchi le détroit avant de revenir. Et évidemment, on peut se poser la question, est-ce que toute cette opération n'est pas liée finalement? Est-ce que toute cette histoire de blocus, elle n'a pas commencé finalement hier avec ces navires militaires américains? Et on va faire le point avec Esther Abitbol qui nous a rejoint. Rebonsoir Esther. Rebonsoir. Pour cette question, parce que évidemment dans ce contexte-là, il y avait une menace iranienne de mines dans le détroit. Est-ce que ces navires militaires américains hier ont prouvé que ce détroit d'Ormuz était franchissable? En tout cas, c'était le souhait de Donald Trump. Hier, vous l'avez précisé, 2 navires américains ont donc traversé le détroit d'est en ouest. Ils auraient emprunté de ce chemin traditionnel considéré comme miné
par les Iraniens, puis ils auraient fait demi-tour. Mais alors, quels sont ces 2 bateaux ? Selon une information confirmée par le centre de commandement militaire, les 2 navires sont l'USS Frank E. Peterson et l'USS Michael Murphy. On va les voir s'afficher dans un instant. Le voici donc, le E. Peterson et le Michael Murphy à droite. Ce sont donc 2 destroyers lance-missiles, des dimensions similaires pour ces 2 bateaux. 155 mètres de long, 9000 tonnes. Ils embarquent tous 2 près de 300 marins à leur bord. Une première étape donc vers un plan de déminage du détroit d'Ormuz. Quentin, rappelons que l'Iran aurait miné la zone autour du 10 mars dernier. Conséquence, depuis plusieurs semaines, environ 8 navires franchissent le détroit chaque jour contre 120 avant le début de la guerre. Merci beaucoup Esther Abitbol pour ces précisions. Et nous sommes en ligne justement avec Thomas Couvin. Bonjour, bonsoir. Vous êtes ancien plongeur démineur de la Marine nationale. Vous allez nous expliquer dans un instant cette question des mines dans le détroit d'Ormuz. Est-ce qu'on peut y croire ? Mais d'abord, juste avant, parce que j'imagine que vous connaissez très bien toutes les manœuvres militaires dans une zone maritime comme le détroit d'Ormuz, sur cette question d'un blocus naval, à quoi ça peut ressembler concrètement un blocus dans le détroit d'Ormuz? On parle d'une barrière de bateaux, concrètement, de quoi s'agit-il? Bonsoir. Un blocus, en fin de compte, c'est un système de péage, tout simplement. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes, des bateaux, soit en format physique, soit par un minage, en fin de compte, qui vont autoriser ou non le passage de navires. Alors effectivement, Thomas Couvin, la question qu'on se pose avec ce blocus, c'est que j'imagine qu'il va y avoir potentiellement des dizaines, en tout cas peut-être un peu moins de navires américains. Et il y a cette question des mines, encore une fois, qui n'a pas été totalement écartée, ne serait-ce que par les Iraniens qui confirment qu'ils ont miné la zone. Est-ce qu'on peut organiser un blocus naval avec potentiellement des mines aux alentours ? Mais à partir du moment où c'est eux qui font le blocus, effectivement, ils peuvent nous indiquer qu'il y a certaines zones qui sont minées en imposant le passage des bateaux à un certain endroit, à savoir près de leur côte. Et donc, effectivement, la question du minage est pertinente. On le sait, ils en ont a priori un stock entre 2000 et 6000 mines. Potentiellement, ils en ont mis quelques-unes dans le détroit. Maintenant, le tout est de savoir est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas. Alors justement, est-ce qu'on peut à la fois, dans une même opération, à la fois bloquer des navires et à la fois organiser une opération de déminage? Est-ce que ce sont les mêmes bateaux, les mêmes marins qui font la même opération? Alors non, c'est totalement différent. Il y a la recherche de mines est un domaine bien spécifique. La bataille navale est aussi un domaine bien spécifique. Il y a des bateaux qui sont dédiés à cette identification, recherche et neutralisation de mines. Et après, il y a des bateaux qui sont aussi dédiés à la bataille pour protéger ces bateaux, qui vont venir faire ces recherches de mines dans ce détroit. Est-ce que l'armée américaine a les capacités, comme le dit Donald Trump, pour déminer facilement la zone? Non. Oui, bien sûr, ils ont des capacités. Des grandes nations comme les Américains ou comme les Français, on est tout à fait à même de pouvoir neutraliser et faire ce déminage dans ce détroit. Et dernière question, Thomas Couvin, je rappelle que vous êtes ancien plongeur des mineurs, donc vous connaissez très bien la situation et cette question des mines. Donald Trump évoque que plusieurs pays pourraient lui venir en aide justement pour bloquer ce détroit et donc peut-être aussi pour sécuriser cette zone et déminer. Est-ce que certains pays pourraient les rejoindre? Par exemple, est-ce que la France a les capacités de déminer cette zone en toute facilité, si je puis dire? Alors la France a clairement les capacités de déminer ce détroit. C'est ça fait partie de notre savoir-faire. On est très très bien positionné à l'international sur le déminage naval et maritime. Maintenant, de savoir est-ce que la France va y aller, c'est pas à moi de vous le dire. Merci beaucoup Thomas Couvin, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes ancien plongeur des mineurs de la Marine nationale. Marc Semo, je vous voyais
réagir. C'est pas si simple que ça, potentiellement, parce que l'armée américaine... L'armée américaine n'a quasiment plus de démineurs, de bateaux démineurs. Et les quelques-uns qui avaient sur zone, je ne me souviens plus du chiffre exact, avaient été rapatriés et étaient remontés vers les États-Unis il y a... au début de l'année. Donc, ce qui fait que les Américains, alors théoriquement, ils pourraient, mais ils n'ont pas vraiment de matériel. Alors, évidemment, les Européens, la France notamment, ont une large expérience et les bateaux nécessaires. Sauf que là, on rentre dans l'autre problème, qui est celui des relations extrêmement compliquées de Donald Trump avec ses alliés dans cette affaire, puisqu'il les a pas informés, il les a même pas avertis au moment du déclenchement de l'action. Il les a ensuite insultés en les traitant de lâches parce qu'ils n'avaient pas envie de se joindre à une guerre qui n'était pas la leur parce qu'ils n'y avaient même pas été on leur a pas demandé leur avis. Donc pour toutes ces raisons c'est très compliqué. Les précédents, on a vu que pour Bab el-Mandeb il y avait en réalité 2 opérations distinctes. D'une part celle des Britanniques et des Américains, gardien de sécurité je crois ça s'appelait Security Guardian, qui avait aussi l'autorisation de tirer sur ceux qui tiraient sur les bateaux, et la mission européenne, Aspides, avec la France, qui elle en revanche ne tirait que sur les missiles qui menaçaient les bateaux, mais pas sur ceux qui lançaient les missiles. Donc c'est une mission qui a plutôt bien fonctionné, mais enfin elle a rapidement quand même vu ses limites, et évidemment ce qui se passerait maintenant serait d'une toute autre ampleur, puisque ça pose la question des relations avec l'Iran, et en plus l'Iran n'est pas comme les rebelles houthis, c'est une réelle puissance, ça reste encore une réelle puissance militaire. Vincent Crouzet, dans le contexte actuel et ces alliances, quel pays pourrait venir en aide à Donald Trump? Est-ce que la France, par exemple, pourrait répondre à cet appel? Non. Pas en les circonstances. Il faudrait que la France pourrait intervenir sur des opérations de protection et d'escorte des pétroliers, comme on l'a fait déjà à 2 reprises dans l'histoire, notamment à la suite de la guerre des tankers, où effectivement on a un savoir-faire en termes d'escorte de super tankers, mais en aucun cas il pourra intervenir dans le cadre d'un blocus naval. Maintenant, je lis le titre blocus naval efficace pour asphyxier Téhéran, pour reprendre le mot d'asphyxie dont parlait Magali tout à l'heure, ou bien l'expression d'Edouard, là, appuyer là où ça fait mal. Je ne comprends pas comment travaillent les services secrets américains et israéliens. À Dubaï, il y a 40 compagnies maritimes qui sont contrôlées par les Iraniens, notamment par le fils d'Ali Chakmani, qui a été tué à l'occasion des premières frappes du 28 février, qui s'appelle Hector dans le milieu, qui lui contrôle 50 à 60 supertankers et gagne entre 15 et 50 millions de dollars par cargaison. Je ne comprends pas pourquoi ces compagnies sont toujours opérationnelles à Dubaï. C'est tout de même pas compliqué de les frapper de mesures au FAC et autres, ou bien tout simplement physiquement de peser sur ces personnes à Dubaï. Je ne comprends pas, plutôt que de se lancer dans des usines à gaz coûteuses et extrêmement difficiles à mettre en place, il y a des gens qui sont connus des services de renseignement israéliens et américains qui opèrent à Dubaï et qui ne sont pas interdits d'opération. Pour moi, c'est vraiment un mystère. Mais parce qu'il pour asphyxier Téhéran, par exemple, Hossein Chakmani, dit Hector, il gagne jusqu'à 2 milliards à 2,5 milliards par mois. Il va financer directement les gardiens de la révolution islamique. Je me retourne un peu vers Edouard pour ça. Je suis d'accord avec votre analyse, mais sur le fait que la France ne veut pas intervenir, on a vu qu'il y avait une décision des Nations Unies qui a été prise par les pays du Golfe et que la France a rejeté en s'alliant avec l'Iran, en s'alliant avec la Russie, la Chine, la Corée du Nord, en votant contre une initiative qui était une initiative des pays sunnites du Moyen-Orient pour libérer le détroit d'Ormuz. Donc, clairement, la France a décidé de pas faire passer cette coalition. Maintenant, sur votre question qui concerne qui sont les pays qui peuvent se rallier. Évidemment, pour les Américains, c'est pas la France dans l'état actuel des relations, mais ça peut être très certainement les pays du Golfe. Parce que on voit que l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, c'est une puissance financière, mais également, ils ont avec cette puissance financière, acquis de l'équipement militaire qui n'ont jusqu'à présent quasiment pas utilisé dans ce conflit. Donc, il y a une initiative des pays du Golfe, ce sera probablement backé par Israël, et clairement, Trump a dit, on va ouvrir le détroit. Maintenant, c'est vrai que cette pression qui est faite avec le blocus qui est initié par les Américains va affecter, évidemment, tous ceux qui s'enrichissent aujourd'hui, notamment ceux qui financent ce régime. Et donc là, je crois que les Américains ont une carte à jouer qui vont jouer jusqu'au bout. Et justement,
les pays du Golfe, comment réagissent-ils? Comment vont-ils pouvoir faire pression? On va justement retrouver notre envoyé spécial à Doha, au Qatar, Jordan Olivier, puisque vous êtes en direct dans la capitale qatari. Comment les pays du Golfe vont pouvoir faire pression sur l'Iran pour rouvrir ce détroit d'Ormuz? Eh bien, la solution privilégiée ici reste tout de même la diplomatie. Il y a quelques instants, les autorités omanaises ont demandé un prolongement du cessez-le-feu pour que Américains et Iraniens aient le temps de retrouver la table des négociations. Mais en l'état actuel des choses, ça semble tout de même hautement improbable après l'échec des négociations d'Islamabad et surtout après les déclarations de Donald Trump. Il y a une autre possibilité, vous venez d'en parler il y a quelques instants en plateau, c'est que ces pays du Golfe finalement rejoignent les États-Unis pour mener ce blocus dans le détroit d'Ormuz, mais ça changerait là aussi la face du conflit puisque depuis le début, ces pays du Moyen-Orient sont plutôt spectateurs de cette guerre. C'est vrai, ils ont été touchés par des frappes iraniennes, mais ils sont davantage spectateurs. S'ils mènent une opération ou des opérations militaires aux côtés des États-Unis, ils deviendraient alors acteurs et la question qu'on peut se poser alors c'est comment réagirait l'Iran? Est-ce que les frappes peut-être plus massives reprendraient sur les pays du Moyen-Orient? C'est la question qu'on se pose ici dans la région. Merci beaucoup Jordan Olivier, merci également à Bodan Budka. Vous êtes d'accord Magali Barthez? Est-ce que les pays du Golfe vont pouvoir peut-être rejoindre cette coalition pour bloquer le détroit? Ils ont un intérêt vital, évidemment, à réussir à débloquer ce détroit d'Ormuz. C'est vrai que Donald Trump met une pression maximale pour que d'autres pays rejoignent justement et fassent une espèce de coalition pour aider au déblocage. Et d'ailleurs, alors il n'en parlait pas dans ses messages ce matin sur son réseau social, mais sur Fox News ensuite, il a expliqué que la Grande-Bretagne, notamment, et quelques autres pays enverraient des navires dragueurs de mines dans le détroit. La Grande-Bretagne, donc. La Grande-Bretagne. Il est question de la Grande-Bretagne. Rien n'a été confirmé du côté britannique, mais cette idée, en effet, d'avoir des pays qui pourraient apporter un certain nombre de moyens anti-mines, pourquoi pas, pour essayer de débloquer ce détroit. Mais en tous les cas, il suffit de regarder la carte pour bien comprendre qu'en effet, les États du Golfe ont vraiment un intérêt à débloquer ce détroit et Donald Trump leur met énormément de pression. Oman ne l'a pas complètement exclu. Et c'est vrai que Donald Trump aurait tout intérêt, après avoir fait ce cavalier seul sur cette guerre en Iran, à arriver à mettre en place une coalition. Alors, nous, côté français, on a dit qu'on pourrait, en effet, escorter des bateaux, mais une fois que la situation se serait calmée, la situation, vu les menaces de Donald Trump ce matin, heure américaine, on sent bien que la situation, elle reste encore extrêmement explosive. Mais ça n'empêche pas les Français, les Britanniques et une trentaine d'autres pays à réfléchir, notamment asiatiques, parce qu'évidemment, ces pays asiatiques, ils ont besoin de ce pétrole qui sort du détroit d'Ormuz, à réfléchir à une forme de coalition des volontaires qui pourrait en effet se mettre en place. Mais c'est vraiment dans l'hypothèse d'un cessez-le-feu durable et pas aussi fragile que celui qu'on voit aujourd'hui. 17h47 sur LCI. Si vous nous rejoignez, évidemment, on vous annonce que Donald Trump a annoncé ce blocus naval qui serait immédiatement effectif au large du détroit d'Ormuz après les échecs des négociations hier à Islamabad. Le président américain qui l'a d'abord indiqué sur son réseau social Truth, qui l'a annoncé également à la télévision américaine. Écoutez. On va mettre en place un blocus. Ça prendra un peu de temps, mais ça sera efficace assez rapidement. Et on a eu des réunions hier. Elles ont duré 21 heures. C'était une longue réunion. On avait d'excellents représentants, JD, Steve et Jared. Nous étions donc bien représentés. Mais nous ne sommes pas parvenus à un accord sur la question importante. Ils veulent avoir des armes nucléaires. Ils n'auront pas d'armes nucléaires. Je le dis depuis 30 ans, je n'aurais jamais permis que cela arrive avant de me lancer en politique. Ce pays n'aura pas d'armes nucléaires. Alors évidemment, il y a ce blocus nucléaire. On l'a vu, il y a également ces déclarations de Trump qui annonce pouvoir anéantir l'Iran en seulement un jour. La question se pose évidemment, est-ce que le retour de la guerre est inévitable dans les prochains jours? On va prendre la direction encore une fois de Washington. On retrouve une nouvelle fois Mathieu Karman, notre envoyé spécial dans la capitale américaine. Est-ce que aux États-Unis, Mathieu, on a le sentiment quand même que la reprise de la guerre est presque inévitable?
Oui, elle est inévitable et tout s'accélère. On le sent bien dans ces déclarations de Donald Trump, d'abord sur son réseau social et puis ensuite dans cette très longue interview accordée à Fox News ce matin, heure américaine. Vous l'avez dit, Donald Trump qui menace d'anéantir l'Iran en moins d'une journée et même en 1 heure, dit le président américain. Il parle des infrastructures énergétiques, des centrales électriques et des usines qui pourraient être visées en cas de reprise de la guerre. Reste désormais à savoir sous combien de temps cette guerre pourrait reprendre en Iran. Est-ce dans les prochaines heures ou dans les prochains jours? Donald Trump est actuellement toujours en Floride, à Mar-a-Lago. Il reviendra tout à l'heure ici à la Maison-Blanche, mais en tout cas tout est prêt si l'on en croit le président américain. Hier, il annonçait que de nouveaux soldats étaient en route pour le Moyen-Orient, que de nouvelles armes très sophistiquées étaient arrivées dans les pays du Golfe. Il a d'ailleurs annoncé tout à l'heure, il a ordonné à l'armée le blocus du détroit d'Ormuz. Alors est-ce la première étape avant la reprise des frappes en Iran? C'est toute la question qu'on se pose actuellement ici à Washington. Merci beaucoup Mathieu Karman, merci également à Julie Janus. Et pour compléter ce que nous dit Mathieu Karman, évidemment il faut rappeler que les porte-avions sont en train d'arriver également, les autres porte-avions américains, 2000 soldats de la 89e aéroportée qui sont arrivés en renfort. Vincent Crouzet, est-ce que Donald Trump va court-circuiter ce cessez-le-feu de 2 semaines? Il ne reste plus maintenant que 10 jours, un peu moins de 10 jours. Est-ce qu'il peut reprendre ses frappes dans les jours qui viennent? Waouh, alors là, c'est la question, Quentin. À $10 000. À $10 000, oui, on va éviter de trop spéculer. Ce qui est intéressant sur le cessez-le-feu, c'est qu'il n'y a eu aucune déclaration sur le maintien ou la poursuite du cessez-le-feu à la suite des négociations, de la fin des négociations, donc à Islamabad. Il y a juste les Pakistanais qui ont souhaité que le cessez-le-feu tienne, mais aucune des deux parties, en fait, ne l'a évoqué. Donc ça laisse ouvert, finalement, toutes les solutions pour Donald Trump. On nous parle aussi, éventuellement, de la réouverture de négociations à venir. Je crois que c'est Trump qui l'a mentionné lui-même il y a 2 heures. Donc allant totalement à contrario des menaces très lourdes qui pourraient peser sur l'Iran. Écoutez, pour l'instant, ils sont en train comme ils l'ont fait depuis un mois, de mettre à leur disposition toutes les options possibles. Maintenant, l'invasion terrestre ou aéroportée, je n'y crois pas trop, parce qu'un assaut aéroporté doit bénéficier de l'effet de surprise. Or, les Iraniens, ils s'attendent évidemment à ce que cette 82e division aéroportée soit utilisée sur un site sensible. Donc, je n'y crois pas trop. Maintenant, toutes les options sont sur la table, militaires ou diplomatiques. On avait l'impression qu'ils pouvaient sortir tout de même, et les uns et les autres, de ces négociations dans un grand soulagement, parce que c'est vrai que la poursuite des opérations, tout de même, signifie un risque politique très important pour Trump. C'était un éventuel soulagement. Eh bien, pas du tout. Et là, à nouveau, ils sont et les uns et les autres dans les ronces. Édouard Cockerman, vous êtes, je rappelle, un ancien officier. Est-ce que ces navires américains qui vont faire blocus, est-ce que ça peut être un point d'appui pour une opération plus large? Évidemment, Vincent Crouzet ne croit pas à l'opération terrestre, mais ça pourrait quand même rapprocher des forces américaines dans l'éventualité d'une opération plus large. Je pense que c'est également un moyen de mieux négocier, parce que c'est une pression économique qui est essentielle, mais il y a une possibilité, c'est que cette négociation n'aboutisse à aucun accord. On est encore c'est un scénario possible, et s'il n'y a pas d'accord, ça créera une pression financière très forte sur les Iraniens qui ne bénéficieront pas du fait qu'il n'y ait pas d'accord. Donc c'est un moyen de pression supplémentaire qui, je pense, va être un catalyseur d'un accord possible. Alors pour le moment, on a parlé de l'Iran, on a parlé des États-Unis, mais on n'a pas beaucoup parlé d'Israël, qui suit évidemment de très près la situation et notamment ce blocus naval. Et on va prendre la direction de Tel Aviv, où on retrouve notre correspondante sur place, Bethsabée Salem. Est-ce que le gouvernement israélien, Bethsabée, a réagi d'abord à ces déclarations américaines et Donald Trump? Et est-ce que Benjamin Netanyahu se satisfait de ce blocus naval organisé par le président américain? Alors on n'a pas de réaction officielle pour l'instant, mais en tout cas dès que Donald Trump a annoncé ce blocus maritime, on a appris les médias que Benjamin Netanyahou avait convoqué un cabinet de sécurité restreint qui doit se réunir d'ailleurs dans les toutes prochaines minutes. On saura peut-être grâce aux fuites de la presse dans les prochaines heures ce qui aura été décidé. Ce qui est sûr, c'est que Israël est prêt à réagir à ces menaces et à tout scénario. Et l'armée
l'armée, déjà depuis ce matin aussi, est prête à une possible décision politique de renouveler ses attaques en Iran. Le chef d'état-major, Eyal Zamir, a instruit Tsahal d'être en état d'alerte renforcé. Quant aux services de renseignement, ils accélèrent des mises au point des listes de cibles potentielles en Iran, telles que les infrastructures du pays ou encore des centrales électriques, des installations énergétiques. Et puis, preuve que le pays se prépare à ce que, à tout moment, le cessez-le-feu échoue. Il y a quelques minutes, cet après-midi, a été décidé que toutes les célébrations du jour de l'indépendance, c'est le 22 avril prochain, seront suspendues pour la sécurité du public. C'est ce que disent les autorités. Merci beaucoup, Bethsabée Salem, en direct de Tel Aviv. Marc Semo, est-ce que ces annonces de Donald Trump, ça fait les affaires de Benjamin Netanyahou? Oui, plutôt. Israël, à commencer par Benjamin Netanyahou, n'avait pas spécialement apprécié d'avoir été mis devant le fait accompli du cessez-le-feu, dont il avait été averti peu avant. Au niveau de l'opinion, il y avait un sentiment très fort que cette opération, finalement, n'avait atteint aucun des buts qu'elle s'était fixés, côté israélien, qui était très clair, à la différence du côté américain. Ni la fin de la menace nucléaire, ni sur le balistique, ni sur le reste. Dans les sondages, on voyait, alors ça date pas de là, mais ça s'est encore accentué, que le bloc gouvernemental fait à peine pour les prochaines élections aurait à peine 50 sièges contre 70 pour l'opposition, toutes tendances confondues, y compris les partis arabes. Le Likoud est en plongée. Il y a plein de gens qui disent on a eu 40 jours dans les abris parce que ça a été quand même très éprouvant aussi. Alors ça n'avait rien à voir avec l'ampleur des bombardements qui tombaient sur l'Iran. Enfin, pour la société israélienne, c'est quand même beaucoup de missiles. Les gens avaient passé leur vie entre sortir, entrer des abris, etc. Donc finalement pour rien. Donc cette possibilité que finalement, par la négo, en augmentant la pression un maximum, voire au pire, par une reprise des opérations, pour arriver malgré tout à ces buts qu'il s'était fixés, d'où le fait, comme le disait votre correspondante, qu'Israël est en train de refaire maintenant les listes des objectifs à frapper. Magali Bertens, vous êtes d'accord? Les calendriers se réalignent un petit peu? C'est vrai que quand on entend Bethsabée nous expliquer que les célébrations, ça y est, sont annulées, que à nouveau le pays se prépare finalement à un état de guerre, on comprend que du côté israélien, en effet, on anticipe le fait que ce cessez-le-feu ne va pas tenir. Moi, je rappellerai juste qu'il y a normalement un rendez-vous à Washington mardi sur la question libanaise, des négociations au niveau des ambassadeurs entre Israël et le gouvernement libanais, justement parce que Donald Trump, il y a encore quelques heures, voulait absolument que ce cessez-le-feu tienne, et donc que justement les opérations israéliennes au Liban ne viennent pas faire capoter cette trêve. On a l'impression à cette heure que tout est en train, en effet, de voler en éclats, et que finalement toute la région se prépare à nouveau à un retour au conflit. Est-ce qu'on en est vraiment là? Est-ce que les négociations peuvent quand même essayer de rebondir par d'autres canaux? On voit qu'on est quand même dans un moment qui est très très suspendu. Edouard Kerman, très rapidement. Oui, juste dans les négociations initiales avant le 28 février, les Iraniens n'étaient pas prêts de parler de deux sujets importants, c'est les missiles balistiques et les proxys. Là, on voit que dans l'accord qui a été proposé des deux parties, les proxys, c'est pas une priorité. Alors que pour Israël, c'est une priorité parce qu'on a la menace du Hezbollah. Il y a eu 6000 tirs depuis le 28 février, de tirs de missiles, de drones qui ont été ciblés sur Israël. On est dans une situation où on peut pas ne rien faire face à cette menace qui non seulement affecte Israël, mais affecte tout le peuple libanais. Donc on est obligé d'intégrer les parties qui sont concernées par cette négociation. On a 3 grands oubliés dans cette négociation. C'est Israël, on a également tous les pays des Émirats, du Golfe, et la population iranienne qui a été massacrée par ce régime et qui, si un accord est signé, on ne sait pas ce qui va être le devenir de cette population. Donc on a quand même 3 sujets qui ont été oubliés dans cette discussion, et je pense que c'est pour ça que les Israéliens sont très inquiets. D'accord, Vincent? Oui, très juste. Israël sont les seuls à avoir un objectif de guerre, un but de guerre précis avec la chute du régime. Et j'imagine qu'à Tel Aviv, on devait être très inquiet pendant les négociations à Islamabad et très soulagé finalement de l'échec des négociations. Mais malheureusement, Netanyahou reste tributaire des volte-face permanentes de Trump.